L'intelligence artificielle, la numérisation et les investissements dans les nouvelles technologies constituent aujourd'hui les principaux moteurs de la croissance. Ces innovations devraient améliorer la productivité des entreprises et créer de nouvelles opportunités dans des secteurs tels que la santé, l'industrie et les services. Toutefois, les bénéfices de cette révolution technologique restent inégalement répartis entre les pays développés et les économies émergentes. Parallèlement, les tensions géopolitiques continuent de peser sur l'économie mondiale. Les conflits au Moyen-Orient, les perturbations des chaînes d'approvisionnement ainsi que les incertitudes commerciales entretiennent une forte volatilité des marchés. Ces facteurs alimentent la hausse des prix de l'énergie et compliquent la lutte contre l'inflation menée par les banques centrales. Les organisations internationales prévoient un ralentissement modéré de la croissance mondiale au cours des prochaines années. Selon le scénario central du Fonds monétaire international, la croissance mondiale devrait avoisiner 3,1% en 2026, tandis que l'OCDE estime qu'elle pourrait être légèrement inférieure en raison des risques liés à l'énergie et aux tensions géopolitiques. La transition énergétique représente également un enjeu majeur. Les investissements dans les énergies renouvelables, les infrastructures durables et l'efficacité énergétique devraient s'accélérer afin de réduire la dépendance aux énergies fossiles et de renforcer la sécurité énergétique des États. Cette transformation pourrait devenir un moteur important de croissance à moyen et long terme. Enfin, les pays émergents joueront un rôle de plus en plus important dans l'économie mondiale. L'Asie, l'Afrique et certaines régions d'Amérique latine disposent d'un fort potentiel démographique et économique susceptible de soutenir la croissance mondiale dans les décennies à venir. Toutefois, ces économies devront relever plusieurs défis, notamment l'endettement, le financement du développement et l'adaptation au changement climatique. En conclusion, l'avenir de l'économie mondiale sera marqué à la fois par des opportunités considérables et par des risques persistants. L'innovation technologique, la coopération internationale et les politiques économiques adaptées seront déterminantes pour assurer une croissance durable, inclusive et capable de répondre aux défis du XXIe siècle. Et pour nous donner plus d'éclaircissements, nous avons le plaisir d'avoir en ligne M. Nadim Samna, analyste politique. M. Nadim Samna, bonsoir et bienvenue avec nous. M. Nadim Samna, êtes-vous en ligne? M. Nadim Samna, êtes-vous en ligne? Il faut dire que le dialogue Sud-Sud constitue un aspect important. Des questions se posent autour de l'importance du dialogue Sud-Sud. Que faire pour que ce dialogue puisse être un cadre économique plutôt que d'être juste une forme politique? Dans quelle mesure les pays du Sud peuvent réduire leur dépendance face aux pays du Nord? Docteur Nadim Samna, êtes-vous en ligne? Oui, je vous entends bien. Oui. Docteur Nadim Samna, vous êtes analyste politique et notre sujet essentiellement autour duquel le débat actuel va se dérouler concernant les pays où le dialogue Sud-Sud, à votre avis, que peuvent faire les pays du Sud pour minimiser leur dépendance face au financement et à la technologie des pays du Nord? Il y a beaucoup de choses à faire. Hein. Enfin, je pense que c'est un débat qui, depuis plusieurs décennies, depuis, on va dire, la fin de la colonisation. Il s'est passé beaucoup de phases, il y a plus de rapprochements qui ont eu lieu dans les années 60. Et globalement, l'idée, c'est d'une part augmenter le commerce entre les pays, ce qu'on va appeler les pays émergents, plutôt que les pays du Sud, et
partager aussi, avoir des programmes communs pour développer leur propre technologie. Donc ça, c'est aussi important. Après, on vit quand même dans une ère d'intelligence artificielle, de partage d'informations, de savoir de manière très très large. Donc il faut quand même que les pays émergents puissent profiter de ces nouvelles technologies pour rattraper leur retard et pouvoir être au même niveau que les pays avancés. Et quels sont les principaux obstacles qui s'opposent au renforcement du dialogue et de la coopération économique entre les pays du Sud? Je pense que les routes commerciales déjà ne sont pas établies pour échanger entre les pays émergents. C'est essentiellement entre les pays avancés qui ont un pouvoir d'achat très important et qui produisent beaucoup de biens et qui importent aussi beaucoup de biens. Aujourd'hui, en temps normal, chaque pays doit avoir parmi ses principaux partenaires commerciaux ses voisins. Pour avoir ses voisins. Mais ce qui se passe, c'est que les États-Unis, par exemple, c'est le partenaire commercial les États-Unis et la Chine, c'est vraiment les deux pays qui représentent le partenaires commerciaux de quasiment la majorité des pays, ce qui n'est pas normal. À votre avis, quel serait le rôle idéal à jouer par les organisations régionales asiatiques, africaines, américano-latines pour renforcer le dialogue sud-sud? C'est vrai que l'émergence de plusieurs banques de développement, disons, issus des pays émergents, comme vous avez cité l'Amérique latine, il y a la Banque de développement, il y a la Banque de développement en Chine. Donc ça permet de compenser une partie du type de financement pour les projets, surtout les projets d'infrastructure. Si on veut développer cette voie ou cette solution, donc il faut qu'il y ait la multiplication de ces initiatives. Je pense que ce sont des initiatives très réussies et qui profitent à de nombreux pays émergents, notamment la Chine. À votre avis, qu'est-ce qui serait plus bénéfique? Un dialogue nord-sud ou sud-sud? Ou est-ce que tous les dialogues et toute forme de coopération est bénéfique dans un certain secteur? Mais bien sûr, là, à chaque fois qu'on dialogue, on arrive à rapprocher des points de vue. À chaque pays ou chaque partie du monde, chaque région exprime ses besoins et essaie de trouver des solutions, des consensus. Donc, tous les types de dialogue, on va dire comme ça, sont bénéfiques. Et à votre avis, comment garantir que les pays les moins avancés puissent bénéficier du dialogue sud-sud ou de la coopération sud-sud? Il n'y a pas de garantie à avoir, mais je pense qu'il faut une sorte de stabilité politique dans chaque pays pour qu'ils puissent avoir des plans à long terme et pour aussi augmenter leur crédibilité sur la scène internationale. Est-ce que ce dialogue ou cette coopération pourrait contribuer à une réforme de la gouvernance mondiale, à votre avis, notamment au sein des Nations Unies? Je ne sais pas si la question elle se pose de manière plus urgente, la réforme de la gouvernance mondiale. Bon, je ne suis pas disons, bien placé pour répondre à ça. Et à votre avis, quand on parle de défis ou d'enjeux face à ces marchés émergents, est-ce qu'on peut vraiment parler de défis ou est-ce que ces marchés émergents ont leur point fort, étant donné que ce sont les marchés où les pays du Nord, justement, fabriquent leurs produits dans ces marchés et ce sont des marchés où les produits sont lancés? Disons, les pays émergents, bien sûr, ont des atouts. Ils doivent profiter de ces atouts. C'est pas juste les matières premières, mais c'est aussi la jeunesse, c'est aussi la croissance, c'est plein de choses. Les pays avancés, surtout en Europe, manquent
de main-d'œuvre, manque de croissance, manque aussi de beaucoup de choses. Donc l'idée, c'est d'avoir un partage plus équitable entre les différents pays pour justement avoir un partage de richesse plus équitable. Comment pouvez-vous décrire l'économie mondiale à nos jours face aux enjeux géopolitiques, aux mutations économiques, bien qu'il y ait vraiment une avancée claire au niveau de la technologie? On voit que, de manière générale, l'économie mondiale a subi beaucoup de défis. Là, ces dernières années, il y a déjà plusieurs guerres majeures, impactantes pour l'ensemble des économies mondiales. Il y a aussi l'épidémie, bien sûr, Covid, qui est un événement marquant qui a touché tout le pays sans exception. Et on n'est pas arrivé à une phase où on va dire oui, on arrive à avoir une stabilité, une visibilité sur l'avenir. C'est chaque fois il y a un nouvel événement, c'est des choses qui arrivent, mais le nombre d'événements marquants ces dernières années est plus élevé que d'habitude. Sinon, la technologie, c'est un facteur qui a permis d'atténuer les effets néfastes, que ce soit des guerres ou de la pandémie, du Covid. On va voir sûrement vraiment que ces nouvelles technologies ou ces nouvelles technologies peuvent être diffusées, alors ces technologies peuvent être diffusées à l'ensemble du pays, pas juste à quelques pays qui profitent de cette technologie. À votre avis, quel est l'intérêt de l'adhésion de l'Égypte aux BRICS? Aujourd'hui, l'intérêt principal, c'est augmenter les échanges commerciaux avec les autres pays de cet organisme, essentiellement. Et comment évaluez-vous le poids de ce groupement face à d'autres entités économiques? Bien sûr, il y a beaucoup d'entités économiques. Après, il n'y a pas de capacité qui permet de parler de poids pour chaque entité. Que même à l'intérieur de chaque entité, il y a aussi des divisions, il y a aussi des, on va dire, des divergences de point de vue. Et c'est un groupe des pays qui ont décidé de former une entité ensemble pour favoriser les échanges commerciaux. Ils ont admis l'Égypte en leur sein, donc ça permet, ça a permis quand même d'avoir des accords commerciaux plus privilégiés, notamment avec la Chine. Et bien sûr, ça sera bénéfique pour l'économie égyptienne. Monsieur Nadim Samna, vous êtes analyste politique. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Et c'est ainsi que prend fin notre rencontre. Merci de l'avoir suivi. Très bonne fin de soirée à tous et à la prochaine.